un syndicat qui est né en 1978 à l'initiative du pouvoir fédéral qui vise à avoir un appui auprès des transporteurs locaux contre le pouvoir régional et notamment le pouvoir de l'opposition qui se trouve à Lagos. Le cadre général, c'est peut-être de considérer en fait ce syndicat comme une institution clair-obscur, c'est-à-dire qui exerce une autorité sur un espace, notamment les transports et ici en l'occurrence la gare routière, de manière pratiquement exclusive. Il y a des violences qui sont dramatiques, à chaque élection il y a des dizaines de morts, le syndicat est toujours pointé du doigt et puis il y a des rivalités entre syndicalistes qui aboutissent vraiment à des conflits très violents. Comme le syndicat fait beaucoup parler de lui, notamment dans la presse, qui dénonce en fait ses usages de la violence, qui dénonce aussi ses formes d'extorsion sur les conducteurs de bus, les universitaires, ont quand même enquêté là-dessus. Mais on a beaucoup moins d'informations sur le fonctionnement du syndicat au quotidien à l'échelle de la gare. Et moi j'ai voulu un peu faire un pas de côté, non pas penser que c'était pas important les violences et l'extorsion, mais regarder comment ça fonctionne concrètement à travers notamment la gestion de l'argent qui est perçu dans ces gares routières par le syndicat. Le premier enseignement, c'est que j'ai évidemment trouvé des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Moi j'imaginais un syndicat qui est uniquement en proie aux violences, mais ce que j'ai trouvé effectivement, puisque j'étais à l'échelle de l'unité de la gare routière, c'est aussi trouver une forme de gouvernement à l'échelle de la gare routière. C'est-à-dire ces syndicalistes ne sont effectivement prélèvent des taxes, mais ils font plein d'autres choses en réalité. Ils enregistrent les véhicules, ils enregistrent les conducteurs, ils travaillent régulièrement avec la police contre des conducteurs qui auraient des comportements criminels. Il y a surtout une manière de policer en réalité les chauffeurs dans une gare routière. Il y a tout un travail autour des conflits avec les autres transporteurs. Alors avec les autres syndicats c'est souvent violent, mais avec les autres transporteurs, par exemple avec les taxis, avec les motos, ces syndicats à l'échelle locale essayent d'éviter les conflits, ou en tout cas négocient pour éviter qu'il y ait des conflits en disant « bon, vous ne vous installez pas là, vous vous installez plus loin que ma gare pour opérer ». Donc il y a toute une action de travail policier qui est effectuée par ce syndicat, et donc les syndicats sont à la fois garants de l'ordre, mais producteurs de désordre. Ordre et désordre, mais aussi légal et illégal. Formel et informel, on voit que le syndicat est à la charnière de dans ces zones grises en fait de la gouvernance ou du gouvernement à l'échelle de la gare. Ça dit beaucoup en fait du fonctionnement à la fois de l'État, des relations sociales et d'une forme de l'urbain et de l'urbanité qui me semble singulière. Et alors le syndicat pour moi c'est aussi un microcosme des trajectoires sociales fulgurantes qu'on trouve au Nigeria, mais aussi de l'État des classes subalternes. Donc tout en haut du syndicat, on a quelqu'un qui est un ancien délinquant dans les années 80 et qui a progressivement grimpé à l'intérieur du syndicat. Aujourd'hui, c'est le bras droit du gouverneur. Tout en bas de l'échelle sociale, les Agbero que j'ai rencontrés sont des gens qui viennent des mêmes milieux délinquants, des petits criminels, des petits voleurs, mais qui travaillent en fait pour le syndicat et qui restent quand même dans une forme de dépendance très forte au syndicat. Donc, si vous voulez, le syndicat, c'est quand même une bonne image de qu'il exploite en fait des classes populaires et aussi une possibilité d'ascension sociale fulgurante et qui passe pas par le business, qui passe pas par l'école, pas par la diversité, pas par le gouvernement. Et donc la figure du syndicaliste qui réussit au Nigeria, elle est exceptionnellement présente, quoi. Je travaille sur la mise en œuvre d'une politique publique de transport urbain quasi simultanée dans 3 villes différentes, donc 2 villes africaines. Cette politique publique en question, c'est le BRT, donc bus à haut niveau de service. Le principe, c'est que c'est un réseau de surface, mais qui imite en tout point les réseaux ferrés. Ce que je cherche à faire avec ce travail, c'est de comprendre exactement, une fois qu'on a mis en place cette politique, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi initialement est-ce que ça a autant plu donc aux dirigeants de ces villes en question? Qu'est-ce que cette politique-là a eu comme effet, donc pas seulement sur les déplacements et les usagers, mais aussi comme effet sur les institutions qui ont porté ces projets-là et qui les ont mis en place? Et au-delà de ça, de se demander aussi, 10 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'on en pense localement. Et donc, ce qui m'a intéressé avec le BRT en particulier, c'est que c'est une politique publique qui a été très populaire au début des années 2000, qui a rencontré un grand succès dans plusieurs villes d'Amérique du Sud, et qui ensuite s'est exportée, et qui s'est donc retrouvée à faire un petit peu des petits dans beaucoup de villes.
dans le monde entier, mais beaucoup dans les villes du Sud. Ça permet aussi de voir un petit peu l'interface entre le niveau un peu international et la nécessité de rester dans la course, de prouver sa compétitivité face aux autres territoires et face aux autres villes en tant que ville africaine. Cette envie de montrer qu'on est capable de mettre en place des gros projets. Il y a aussi le fait que ça renvoie un petit peu à un imaginaire d'ordre, de modernité, un imaginaire qui est finalement assez souvent remis en question par le fonctionnement réel de plusieurs secteurs dans ces villes-là, et notamment par le rôle assez prégnant des opérateurs de transport artisanal dans ces villes-là. Avec ce projet-là, j'ai un petit peu pris conscience aussi de l'aspect des tendances et des modes qui passent. Donc voilà, le BRT a été à la mode, on va dire, sur toutes les années 2000 plus ou moins. À présent, il est un petit peu passé de mode. Il y a quand même beaucoup de critiques assez virulentes sur les premiers réseaux qui ont été mis en place et même sur les réseaux que j'étudie moi, donc des critiques que ce soit au niveau local ou au niveau international. Donc, quelque chose que j'aimerais également étudier, c'est au-delà de ça, donc comment est-ce qu'on surfe sur de nouvelles tendances ? Est-ce que les mêmes décideurs choisissent ensuite de investir des concepts comme la ville du quart d'heure ou investir pour les modes doux? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse également parce que ça me permettrait de poursuivre mon exploration de l'agencéité, de la capacité d'agir des décideurs locaux face à un petit peu toutes ces injonctions de rentrer dans certaines cases, notamment du monde du développement. La plupart des crises que traverse le continent africain sont fondamentalement des crises de la citoyenneté. Et ce sont des crises donc, qui portent sur la question des droits, de la reconnaissance des droits individuels et collectifs, et donc mettent aussi souvent en jeu les supports juridiques et matériels de la reconnaissance de ces droits, et en particulier les papiers. En Côte d'Ivoire, la crise est née de cela, est née de ce que certains ont appelé une guerre de l'identification, de savoir qui est citoyen, qui ne l'est pas, qui est véritablement ivoirien et qui ne l'est pas, et la guerre qui s'est déclenchée au tout début des années 2000 a été portée par les rebelles comme une guerre pour les papiers. Donc ça a été le point de départ à la fois de ma réflexion individuelle, mais aussi d'autres collègues qui travaillaient sur des situations analogues, où effectivement la question de la reconnaissance s'incarnait très concrètement dans les usages des papiers et dans les procédures d'identification des populations. Sur un continent où, selon la Banque mondiale, on estime qu'environ la moitié de la population est, sinon sans papier, en tout cas pas complètement, disons, identifiée sur le plan d'identité légale, cette problématique s'avère en vérité complètement cruciale. Donc on a voulu, en quelque sorte, interroger les problématiques de la citoyenneté en prenant les papiers d'identité comme un prétexte, en quelque sorte, comme une entrée empirique pour essayer de repenser les relations ordinaires des citoyens à l'État, aux institutions publiques, etc., mais aussi pour essayer de penser à nouveau frais ces crises de la citoyenneté que je viens d'évoquer. C'était une recherche collective qui était soutenue par l'Agence nationale de la recherche, portée par deux labos, le CERI à Sciences Po, l'IMAF, CNRS Paris 1, qui a regroupé une quinzaine de chercheurs, et on a couvert une douzaine de pays du continent avec des enquêtes, je disais, qui étaient à la fois des enquêtes dans les archives, des enquêtes par observation, notamment lors de l'identification de l'enrôlement électoral, des enquêtes par entretien, bien évidemment, mais aussi des enquêtes centrées sur un petit peu la matérialité des pièces et des papiers. Donc c'est un travail qui a été très très riche, si vous voulez, sur le plan empirique, qui a été réalisé par le haut, parce que forcément, quand on parle d'identification, on parle des politiques publiques, mais aussi et surtout des enquêtes par le bas. Donc il y a eu cette première axe de recherche sur qu'est-ce que ça veut dire d'encarter les citoyens en termes de pouvoir, en termes d'organisation du pouvoir. Mais aussi et surtout, notre hypothèse secondaire était effectivement que les papiers n'étaient pas seulement des instruments de la surveillance, du contrôle politique, mais aussi des supports de la revendication des droits. Et donc on a aussi beaucoup travaillé sur le rapport
des individus ordinaires à leurs papiers d'identité, qui sont aussi des formes d'identification de soi, même si les identités légales ne correspondent pas toujours à l'identité sociale. Et c'est ça qui a fait, je crois, la richesse de notre travail, particulièrement quand on a travaillé sur les logiques de l'auto-encartement, comme on l'a appelé, c'est-à-dire tous les petits papiers que des groupes ou des individus produisent également pour se faire reconnaître dans la cité. C'est tout cela que nous avons essayé de mettre en évidence pour aussi peut-être souligner un fait qui est important et qui va à l'encontre de bien des idées reçues sur l'Afrique, à savoir des sociétés qui seraient hors de la raison graphique, hors de l'État, hors de la raison bureaucratique. Nous, ce que nous avons observé, au contraire, c'est combien ces sociétés étaient encastrées, en quelque sorte, dans la production bureaucratique et étatique. Cette tendance à l'auto-encartement est aussi une manière, disons, de démontrer que ces sociétés ne sont pas hors de la raison graphique, bien au contraire, que l'imaginaire de l'État est profondément ancré dans les sociétés africaines contemporaines. Sciences Po.